Le barman de l'île. Mais c'est quoi cette île? Parce que bon, il faut quand même situer. J'ai Marlène Dietrich d'un côté, Oui. j'ai Le barman de Lille, de Lille. je crois qu'il y a un général de Gaulle, Oui. Ouais. il m'en manque encore un ou deux. Napoléon, Victor Hugo et Bob Marley. Voilà, donc ça fait du monde et tout le monde se retrouve dans une île, on va dire curieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je vais m'adresser à mon voisin qui connaît beaucoup le texte au départ. Encore heureux. Voilà. On va dire ça déjà. Alors donc je suis le barman de cette île. Un barman aux cheveux bleus, mais ça, est-ce que ça se voit là? Non, j'ai pas Non, encore fini, non, j'ai non, pas ils sont pas encore j'ai prêts. encore ils sont pas encore prêts, mais il y a quand même une petite base bleue. Hein. Un barman qui est ce personnage-là. On ne sait pas qui est ce barman. On le comprend un peu à la fin, Mais je ne le dévoilerai pas. mais on ne dira pas qui c'est. Et ce barman, eh bien, il voit débarquer dans son bar d'abord un Victor Hugo qui est là, Non, non, au départ, c'est pas Victor Hugo qu'on voit le premier. C'est le général, non? Ah, on a un général. On a un général de Gaulle qui Bravo. est sur le point d'écrire son discours, son appel du 18 juin. Voilà. Mais c'est un militaire, le général de Gaulle, c'est pas un littéraire. Donc à un moment, ce gars-là, il essaye d'écrire, il s'endort, et il se réveille sur cette île. Et sur cette île, il y a Victor Hugo, Mhm. il y a Bob Marley, Napoléon. Napoléon Bonaparte, Et Marlène Dietrich. Marlène Dietrich. Et ils ont tous un point commun. Mais qu'est-ce qu'ils font tout cela? Déjà, première question est plus simple. Qu'est-ce qu'ils font tout cela? Parce que bon, ils ne sont pas tous de la même époque, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors ils sont là tous à un moment suspendu de leur vie. C'est un moment qui a été arrêté dans leur vie et hop, le temps de ce moment-là, à chaque personnage avec son temps à lui, il se retrouve pendant 1h10 de ce spectacle, il se retrouve justement dans ce temps un peu illimité, inconnu, onirique, à discuter, à bavarder entre eux et à changer peut-être le cours de l'histoire. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on y croit, on se dit vraiment que ce sont eux. D'abord, il y a de ressemblance physique avec tous les personnages. Déjà, ça aide. Oui. Mais ce qui est extraordinaire dans l'histoire, qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, le général de Gaulle doit écrire son discours qui doit changer le monde, soit sauver le monde. Sauver le monde, oui. Et il ne sait pas écrire. Donc, il va céder de la plume de Victor Hugo, du panache de Napoléon Bonaparte, du glamour de Marlène Dietrich et du groove Peps. de Bob Bob Marley. Marley. Ça, c'est la petite histoire. Et il y a plein d'histoires dans l'histoire. Les dialogues sont truculents. La pièce est superbement écrite par Dan Harel. L'idée est géniale d'avoir réuni ces personnages-là. Et on y croit. C'est ça le truc. C'est qu'on y croit complètement. C'est difficile pour vous qui êtes à la fois devant et surtout qui êtes le metteur en scène, de mettre en scène tous ces personnages qui sont franchement des icônes, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors c'est plutôt très facile de mettre en scène ça, puisque Marlène Dietrich, c'est Marlène Dietrich, et elle l'incarne tellement bien. Et chaque personnage, on dirait, alors Victor Hugo, c'est l'incarnation de Victor Hugo, on dirait que c'est son, comment on appelle ça, son Gilgul, comment on dit? Ah, c'est son âme, c'est... son âme, Son double. son En je sais fait, pas. il est. Et d'ailleurs, C'est Victor Hugo est joué par Pierre Jouvencel, qui a aussi un merveilleux spectacle sur Victor Hugo qui cartonne à Avignon depuis 4 ans. Et en fait, on l'a casté parce que c'est Victor Hugo. qui vient avec son C'est costume. Victor Hugo, absolument. Bob Marley, c'est Bob. C'est Bob. Il a le mood de Bob. Il est très très Oui. beau. Et chacun incarne véritablement son personnage en lui apportant cette touche personnelle qui fait qu'il y a une osmose entre les personnages. Mais nous, on se régale à jouer ça. Hein. Nous, on se régale complètement. On délecte. s'amuse. Oui. Les répliques fusent. On a du mal des fois nous-mêmes à ne pas rire, pour dire la vérité. Et le public nous le rend bien. Ouais. Et comment vous avez trouvé chacun des personnages qui incarnent chacun
de ces icônes. Alors pour ma part, Marlène Dietrich, je me suis inspirée de films documentaires en fait que j'ai vus sur elle, dont un film merveilleux en fait, un documentaire qu'elle a fait pour la télévision norvégienne ou non pas Norvège, en dessous de Norvège, Suède, la télé suédoise. Elle a donné une interview pendant 45 minutes où elle retrace absolument toute sa vie. Et donc je me suis vraiment inspirée de cette interview-là et de tous ces films bien sûr et de tous ces films, bien sûr, de L'Ange Bleu, et surtout un film qu'elle a adoré qui s'appelle The Devil is a Woman. Et elle dit Le que diable est une femme. Absolument. Elle dit que c'était son film fétiche et je l'ai regardé et re-regardé en boucle pour voir un tout petit peu comment elle bougeait, comment elle était, tout ça. Et surtout tous les documentaires que j'ai pu voir d'elle. C'est comme ça que moi je me suis inspirée. Et vous la connaissiez, enfin je m'entends, tout le monde connaissait Lily Marlène et compagnie, mais vous connaissiez bien sa vie, son œuvre? Alors, il est vrai qu'on la confond très souvent avec Rita Hayworth. C'est vrai. Alors non, grâce à Dan Harel, l'auteur, je me suis vraiment plongée dans Marlène Dietrich et j'ai trouvé absolument une femme, mais avant-garde, formidable, extraordinaire. Parce qu'à l'âge de 50 ans, elle a vraiment décidé de changer sa carrière, de devenir chanteuse. Elle s'est entourée en fait des meilleurs musiciens. Elle est devenue chanteuse à 50 ans et puis toute la carrière qu'elle a fait avant et cette histoire-là raconte, c'est son point de départ à elle ici, c'est quand elle part d'Allemagne, elle décide de quitter en fait l'Allemagne nazie pour aller faire une carrière aux États-Unis. Là-bas, elle va endosser le costume militaire, elle va aller se battre avec les soldats pendant 4 ans. Enfin, c'est une femme. Non, je l'ai découvert grâce à Dan Harel, j'avoue. Donc, voilà. Alors maintenant, les autres, vous les avez trouvés comment? Parce que bon, il fallait trouver quelqu'un qui soit aussi grand que le général, il fallait trouver quelqu'un qui soit un peu plus petit comme Napoléon. Mais ça, c'est un peu la magie de cette pièce. Le cast s'est formé très naturellement. J'ai pas fait des journées entières de casting du tout. Tout le monde est venu un peu à nous, mais de façon très naturelle. Et véritablement, il y a quelque chose d'assez magique même dans la construction. Smeddy Wolfman était à la lecture, mais c'est une amie de Dan Harel depuis plus de 30 ans. On a pris un café une première fois, je dis bon, c'est Marlène. Je rencontre Pierre Denis, on me le présente par l'agence, on montre une photo, il me dit il est grand, bon, on va prendre un café pour voir, pas de casting. D'abord, c'est Pierre Denis, il a assez d'expérience pour lui faire un casting, on n'en est pas là. Et il est tombé amoureux du texte, et j'avais le général de Gaulle. Victor Hugo, pareil, on se retrouve avec une personne qui joue un seul en scène de Victor Hugo, Pierre Juvencel. C'est Victor Hugo. Il a dit, ne m'achetez pas de costume, ne me prenez pas de costume, moi j'ai mon costume. Je suis Victor Hugo. Ah oui, donc ça, c'est réglé. Angelo Petticini qui joue Bob Marley, on le voit, d'abord il est très beau, mais il est perché complètement. C'est-à-dire qu'il nous a fait des coups panda, la dernière représentation... 2 minutes avant de rentrer sur scène, il a pas ses accessoires. Mais c'est Bob Marley, ça. Il dit, où il est mon truc? Mais comme il fait dans la pièce, comme il a des répliques, on dit, on n'a pas commencé à jouer. Où est ma chaise? Où est mon truc? Les gens étaient dans la salle, ça applaudissait, et il n'avait pas ses accessoires. Lui, c'est Bob. On dirait qu'il est... Et Napoléon, alors, on a une interprétation très personnelle de Napoléon Bonaparte de Fabien Fleuris. Et tout ça, et le fait que, d'abord, Avignon a beaucoup aidé aussi la troupe à se souder, parce qu'Avignon, il n'y a pas d'égo, on vient, on monte nos décors, on joue, il faut aller tracter, le décor, on va tracter, et alors on n'a que des acteurs qui ont vraiment une vraie carrière, on a tous une carrière, et on se délecte d'abord de se retrouver, moi je suis pressé de les retrouver à chaque fois, et de jouer, et c'est ce que le public ressent, et c'est ça qui est sympa. C'est la magie de ce spectacle. C'est un spectacle magique, avec un personnage, un barman un peu magique comme ça, mais parce qu'il y a une osmose entre nous, et c'est ce qui fait que ce spectacle aussi, marche aujourd'hui. On est très contents. Il est arrivé comment à Paris? Parce qu'en fait, il a fait Avignon, on l'a vu, je suis honnête, je l'ai vu moi il y a pas très longtemps, mais au mois de juin. Au mois de juin, donc on est là en octobre, novembre même. Et est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous vous êtes dit, il faudrait qu'on puisse évoluer d'une manière ou d'une autre? C'est une belle histoire. C'est une belle histoire parce que d'abord, c'est une création. Ça fait 20 ans que Dan Harel la rêve, cette pièce.
Et on a mis beaucoup de temps à la monter. On a fait une lecture qui était catastrophique. Alors plutôt que d'arrêter, il a dit non, on va le réécrire. On a vraiment été, après la lecture, on a été dépité. On s'est dit pas possible. Et chacun a mis son grain de sel, je vous coupe, mais chacun a mis son grain de sel. Oui, c'est ça. Chacun a été de ses idées, de ses propositions et ça s'est monté comme ça aussi, et c'est tout le charme. Il est très à l'écoute, Dan Harel, l'auteur, il est très à l'écoute en fait de ce qu'on dit. Très maniable. Donc à un moment, il se dit cette pièce est une création, il faut la challenger, il faut la monter, il faut la répéter. On va à Avignon. Et moi, le premier, je dis on va pas à Avignon, on va se faire laminer. Tu n'es pas connu. Je ne suis pas connu. Moi, je travaille très peu en France. Moi, ça fait 25 ans que je n'ai pas travaillé ici. C'est une création. Ne va pas à Avignon, ça va coûter une fortune. On va avoir 4 personnes dans la salle, au mieux, quand on n'en aura pas 0. Il a dit, c'est pas grave, on rôde le spectacle. J'ai dit, c'est une folie. Il a dit, j'y vais. Premier jour d'Avignon, on a dans la salle 23 personnes sur une salle de 100. On s'est dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils font là? Non, mais ils se sont trompés. Parce qu'il y a plein de... Moi, c'était mon premier Avignon, ils se sont trompés. Il y a une séance à 11h, une autre... c'est pas la nôtre. Donc, il faut les appeler pour leur dire que c'est le barman de l'île, nous. On va pas leur... Et on appelle le théâtre, on leur dit, oui, effectivement, non, c'est bien pour vous. Et donc, on a joué devant 23 personnes qui, pour nous, c'était... Une aubaine. On était au Madison Square Garden. Ouais. Le lendemain, on passe à barre des 40. On est 40. 40. On ne peut pas se tromper 2 jours de suite. Le 3e jour, on a passé à barre des 70 dans un théâtre qui fait 100, donc on avait l'impression d'être complet. Et je vous le dis, jusqu'à la fin, complet, standing ovation. Et là, on sort d'Avignon, la dernière, ça a été un état de grâce total, la toute dernière. Il a dit, on fait Paris. Sauf qu'on dit Paris, on n'a rien. On n'a pas de théâtre, on n'a rien. Et donc, ces dates à Paris se sont montées en... Et voilà, d'où notre présence au théâtre de la Seine parisienne, 2 fois par semaine à 19h30. Voilà. Ça dure 1h10. On a pris ce qu'il fallait prendre. Voilà. On a pris ce qu'il y avait. Mais 2 soirs par semaine, c'est pas mal. Je trouve, parce que ça centre, il y a tellement de spectacles à Paris, et puis ça centre bien pour le rodage du spectacle. En fait, je trouve ça pas mal. Et surtout l'horaire à 19h30, je la trouve fabuleuse. À 21h, on se boit déjà un verre de vin rouge. C'est extraordinaire. Et puis on a toutes ces neurones, parce que c'est une pièce, en fait, je trouve, qui est intelligente, parce qu'elle a un vrai propos historique, donc on en sort plus intelligent que ce qu'on est rentré. Elle est intelligente, on passe un très bon moment, les acteurs sont super, on rigole bien, et à la fin, il y a la surprise du barman. Ah oui, on va pas la raconter. Mais les gens partent en larmes. Ils rigolent beaucoup et on arrive à les faire partir avec les yeux émus. Et oui, c'est tout le talent de l'écriture. Vous avez parlé du théâtre, on va dire quand même où il se situe. Juste à gauche des Folies Bergères. Voilà. Il y a les Folies Bergères et à gauche, il y a le théâtre de la Seine parisienne. Voilà, il a changé de nom il n'y a pas longtemps. C'est les Enfants du Paradis. Voilà, le théâtre de la Seine parisienne. Ça, c'est quand même important de le situer géographiquement. C'est vrai, vous avez raison. C'est-à-dire que ceux qui viennent voir le barman de Lille, on sait qu'ils viennent pour le barman de Lille, parce que déjà, même nous, on ne sait pas quand on joue entre les bardiers les jeudis. C'est ça. Et après, c'était les Enfants du Paradis, mais avant, c'était, je ne sais... Et là, maintenant, alors, c'est la Seine parisienne, à côté des Folies Bergères. À gauche, collé aux Folies Bergères. Le mur mitoyen, voilà, rue Richer, comme ça, rue Richer. Et ça s'appelle la Seine parisienne. Voilà, c'est plus... Et c'est à 19h30. Et le spectacle s'appelle Le barman de Lille. Et c'est uniquement les 2 soirs par semaine ou ça va peut-être évoluer d'une manière ou d'une autre? Alors c'est en train d'évoluer. Ah, ben oui, forcément. On dit plus il y a affinité, il y a une forme d'affinité. Donc voilà, ça monte en puissance et on espère pouvoir annoncer une prolongation après le mois de décembre. Là, on joue officiellement jusqu'au 20 décembre. Donc si on veut voir cette pièce, il faut venir avant le 20 décembre. Et si ça prolonge... Il y a un proverbe qui dit Inch'Allah. Inch'Allah. C'est pas ma langue, mais je sais que ça existe. Donc c'est tout le mal que je vous souhaite. Voilà, on va toucher du... Moi, je sais que j'avais adoré. Bon, c'était vous. C'était moi. J'avais parlé. J'aime beaucoup, j'adore. Et franchement, vous êtes tous parfaits dans la pièce. Vous 2, oui, et les 3 autres aussi. Aussi. Je suis d'accord. Les comédiens sont super. Des fois, il y en a qui sont... C'est une anime pour les comédiens. Ouais, c'est une belle équipe. J'en perds mes mots, je crois. C'est une belle équipe. Je suis d'accord. Ils sont chouettes. Et le public adoré, donc il n'y a pas de raison que ça ait changé. Voilà.
Merci à tous les deux. Merci.